Éric Botorel, je vous propose qu'on commence avec la première question, en votre qualité, vous, d'élu national, et aussi de toute l'appétence que vous avez dans le domaine numérique et tous les sujets que vous avez traités en cette qualité de député. Quelle est votre analyse un petit peu de la situation en la matière? D'abord, merci en général. Bonjour et à toutes et à tous. Il n'y aura pas assez de la matinée pour faire une analyse détaillée, mais si on prend les rapports successifs et si on regarde la façon dont les choses évoluent, vous avez employé le terme de déplacement, de la nature d'un certain nombre d'infractions de criminalité ou de la moyen de leur commission. Ça ne date pas véritablement d'aujourd'hui, mais pour sûr, l'accélération de la numérisation des process, du recours au numérique dans les usages, soit du quotidien, soit des entreprises, offre une surface de jeu, si je puis m'exprimer ainsi, supplémentaire à celles et ceux qui, au-delà des vertus et des bénéfices qu'on peut tirer des usages standards ou ordinaires de ces outils, peuvent être pervertis pour commettre un certain nombre d'actions. Je veux rassurer tout le monde, on finance toujours le terrorisme avec des dollars, plus qu'avec des bitcoins ou des Ethereum, et que probablement il y a un certain nombre d'éléments qui restent malheureusement constants. Les nouvelles formes de criminalité que vous avez abordées ne viennent pas effacer les anciennes. La pédocriminalité est toujours aussi présente, et même si elle trouve des ressorts ou des façons, j'allais dire, d'enrôler ou de se consommer avec les réseaux sociaux, elle n'a pas attendu ni les réseaux sociaux, ni les outils numériques, ni l'émergence du métavers, parce que c'est le sujet de la matinée, pour pouvoir s'épanouir. Donc on a un déplacement, on a une nature des attaquants qui a considérablement changé aussi. On était habitué à des formes soit d'ingérence, soit d'influence, soit d'opérations criminelles par des États. Ensuite, on avait des organisations criminelles, des proto-États s'organisaient autour de tout ça. Et donc la nature même des attaquants, la manière d'attaquer, vous avez parlé des ransomware, vient aussi se substituer ou compléter l'arsenal avec lequel les uns et les autres cherchent soit à extorquer des informations, soit des données personnelles, soit de l'argent, soit les trois. Enfin, en général, on peut avoir des opérations qui sont sous des formes de coups de billard à plusieurs bandes. Le ransomware en sont un bon exemple, avec une organisation qui est aujourd'hui une organisation très commerciale, avec des gens qui ont des franchises, la capacité d'avoir l'achat sous licence d'un outil qui permet d'eux, etc., etc. L'émergence du métavers va probablement permettre à celles et ceux qui voudraient utiliser finalement ce nouvel espace multidimensionnel pour leur trafic habituel. Et ce qui se passe aujourd'hui sur des réseaux beaucoup plus verticaux, c'est-à-dire moins profonds. On va qualifier ainsi les réseaux sociaux, finalement, avec une dimension inférieure. Il s'épanouit déjà des choses. Je disais à mon camarade et collègue de la SNC4, parce que au titre des choses communes, nous avons tous les deux fait l'IHEDN l'année dernière. Je vous montrais à l'instant sur Telegram quelle était la différence entre le prix de gros ou pas d'un certain nombre de produits stupéfiants. On les retrouvera sur le métavers, incontestablement. Même s'il faut rappeler que le métavers va être un formidable gisement de créativité, d'outils. On ne fera pas la rénovation de Notre-Dame si on n'avait pas le métavers et les jumeaux numériques. On n'aurait pas probablement lutté contre la pandémie de la même manière si on n'avait pas pu mettre un vaccin en place sans les jumeaux numériques qui sont un sous-ensemble finalement du métavers. Donc il y a une nature même de cybercriminalité ou de criminalité qui utilisent les moyens cyber pour atteindre leur cible, qui évolue dans le temps, avec une qualité des attaquants qui est différente, une masse d'attaquants qui est différente, des règles franchies qui sont des lignes rouges dont on pensait qu'elles ne seraient peut-être pas franchies, mais c'était un peu naïf d'imaginer que les gens feraient du ransomware sur des TPE, PME ou des ETI en préservant les hôpitaux. Enfin, l'intensité avec laquelle les hôpitaux ont été attaqués, pas forcément de manière systématique, mais en tout cas par opportunité à chaque fois en fonction de l'analyse des failles qui peuvent exister dans les architectures ici. Donc on voit bien que tout le monde peut être la cible de ces attaquants, avec différentes formes d'attaques qui vont de l'usurpation d'identité jusqu'au phishing, ransomware, extorsion de fonds, menaces, cybermenaces. On avait vu en son temps un certain nombre de choses autour du revenge porn, etc. etc. Bon, bref, finalement, on retrouve sur les internets à peu près ce qu'on retrouve dans l'humanité de tous les jours. Ça n'est ni pire ni moins bien, sauf que les moyens qu'on consacre, et là je félicite
évidemment nos forces de sécurité, notre système de justice. Les moyens qu'on consacre à lutter contre ça progressent sans cesse. On va dire sur la création de cybermalveillance, peut-être à l'occasion d'autres questions, on reviendra sur la façon dont on gère celles et ceux qui se pensent à l'abri dans un relatif anonymat. Je n'aime pas le terme parce qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Les dernières affaires qui sont sorties font la démonstration du contraire. Et pour celles et ceux qui pensaient être à l'abri avec un pseudo, un VPN ou un machin ou un truc, finissent toujours par tomber entre les mains d'un gendarme plus malin qu'eux ou d'un policier. Mais il nous faudra adapter notre cadre législatif pour sûr. Il faudra demander aux acteurs qui fournissent ces architectures de prévoir un certain nombre de dispositifs qui permettent aujourd'hui la protection de celles et ceux qui les utilisent. C'est tout l'enjeu que nous avons devant nous, dans un équilibre parfait entre d'abord ne pas renoncer de nos libertés fondamentales et libertés individuelles dans notre droit, au motif qu'on voudra aller plus loin dans la lutte contre la criminalité. Je pense que les modèles démocratiques sont parfois menacés, il faut les préserver. Demander aux acteurs à un niveau européen, soyons très honnêtes aujourd'hui, je pense que le rang pertinent pour réguler un certain nombre de ces acteurs est plutôt d'ordre européen. Et en la matière, l'Europe a fait beaucoup de choses. Enfin, si on regarde de près, il y a eu beaucoup plus de production de textes sur le numérique que sur l'agriculture ou sur le marché agricole. Donc, que ce soit DSA, DGA et d'autres choses encore à venir. Donc, si vous voulez, mon point de vue ou mon analyse, c'est qu'elle est à peu près la même que la vôtre ou que celle de l'ancien patron de l'ANSSI. Ce qu'il nous faut, là où il nous faut être vigilant, je me souviens que c'était un colonel des forces spéciales qui disait ça, en définitive, c'est à peu près toujours la même chose. Il faut avoir de l'avance. Il faut toujours avoir de l'avance par rapport à ces attaquants. Dès qu'on a du retard, c'est plus compliqué. Donc, il faudra sans cesse, sur le volet réglementaire, sur le volet législatif, sur le volet des moyens qu'on consacre à lutter contre celles et ceux dans les différentes formes qu'on a balayées tout de suite, cherchent à nuire, eh bien, il nous faudra toujours de l'avance. Donc, il faudra être créatif et on compte sur tout le monde.